Je vous salue les amis et bienvenue aux informations des pays de l'AES principalement. On va parler du Mali. On va parler du Mali et puis on va aller faire un tour au Niger aussi. Et puis on va même passer par le Bénin. Bienvenue, en tout cas je vous remercie toutes et tous d'être là. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes émissions et je vais continuer à le répéter un certain nombre de fois. Cette chaîne, je l'ai ouverte spécialement pour discuter avec la communauté qui me suit, la communauté qui parle français. Voilà, parce que comme vous le savez, j'ai une autre chaîne YouTube où il y a plus de 50 000 abonnés, mais là je parle Bambara exclusivement là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nos émissions, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce qui se passe ici dans les pays de l'AES. Et alors il faut parler avec eux en français, voilà, c'est ça. Donc on va aller au Mali. Au Mali, on a eu de bonnes nouvelles dernièrement. Vous savez, il y a 3 sociétés qui exploitent de l'or au Mali qui ont décidé de respecter le nouveau code minier. Alors, pour que vous puissiez comprendre, vous savez, dans la plupart de nos pays en Afrique, nous avons des ressources naturelles. Et malheureusement, il se trouve que lorsque nous avons des ressources naturelles, il y a des accords léonins qui sont faits avec les ex-puissances coloniales. Accord léonin, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils viennent chez vous, ils font des accords avec vous, des accords à travers lesquels ils ont 80-90% de bénéfices. Et vous, chez vous, vous qui détenez ces ressources naturelles-là, vous n'avez que 10 à 20%. Donc, le Mali a compris cela et le Mali a décidé de changer cela. C'est la raison pour laquelle le Mali a fait un nouveau code minier en 2023. Vous savez, au Mali, il y a 15 mines d'or. Et en tout cas, quand on faisait le code minier, il y avait 15 mines d'or. Et on a décidé de faire un nouveau code minier afin que nous puissions beaucoup plus profiter des ressources naturelles. Voilà. Ceci dit, il y a des entreprises qui n'avaient pas voulu respecter ce nouveau code minier. Ces entreprises-là, certaines sont fermées et d'autres ont d'autres soucis à se faire. Et nous avons cette fois-ci 3 entreprises qui ont décidé d'accepter de signer, on va dire, de respecter ce nouveau code minier. Et on va écouter cela et on revient. L'or du Mali, ce métal précieux qui pendant des années a enrichi les sols, mais trop peu les populations. Aujourd'hui, un tournant décisif s'amorce. Après de longues négociations, l'État malien et 3 sociétés minières viennent d'acter leur engagement pour un avenir plus équitable et transparent, conforme au code minier de 2023. C'est une signature qui fait date. Fabula Gold Mine, Bagama Mining et Kalana Mine, 3 entreprises qui s'engagent désormais à respecter scrupuleusement les nouvelles exigences légales en matière d'exploitation aurifère. Un protocole d'accord salué par le ministre des Finances et celui des mines qui voit en ce acte un levier pour redonner à l'or malien toute sa valeur afin qu'il brille davantage pour le Malien. Aujourd'hui, nous avons pu convenir avec ces 3 sociétés. Donc ces 3 sociétés, à la suite de cette signature, vont passer donc sur le code minier de 2023, ce qui veut dire que toutes les retombées seront là en termes fiscaux, en termes de droit domanial, de droit douanier, parce qu'ils seront plus, on n'a plus l'exonération sur les produits pétroliers. Donc tous les avantages liés au nouveau code minier et au contenu local seront rigoureusement
rigoureusement appliquée désormais à ces 3 sociétés. Cette cérémonie est la confirmation que l'harmonisation des sociétés minières avec le Code minier de 2023 est une réalité. Et cela aura un impact positif sur l'économie nationale. La société Somica a une durée de vie de 10 ans et nous comptons avoir à peu près 135 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc pendant 10 ans, la société Bagama, c'est l'ordre de 50 milliards de francs CFA par an pendant 5 ans. Et la société Fabula Gold, c'est à peu près 75 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires sur 5 ans. Donc tout cela mis bout à bout doit permettre de conforter donc les recettes fiscales au niveau du budget d'État, mais également de conforter l'abonnement des fonds, de renforcer également le contenu local, parce que toutes ces sociétés qui au passage vont employer environ chacune 2000 personnes auront également à signer des contrats de sous-traitance dans le cadre du contenu local, toutes choses qui vont vraiment renforcer notre économie en termes d'apport de recettes budgétaires, mais également en termes de relance de notre économie, de la croissance dans notre économie. Dans un contexte économique exigeant, ce protocole marque aussi la volonté du gouvernement de créer un environnement d'affaires stable et professionnel. Cet aboutissement montre que l'État du Mali a mis tout en œuvre, mais vous aussi, pour que nous puissions discuter, échanger, arriver à un résultat qui prouve que aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place les conditions qu'il faut pour que vous puissiez opérer dans un cadre juridique et politique convenable pour que cette exploitation minière puisse à la fois être rentable pour eux, mais aussi pour l'État du Mali. Pour leur part, les entreprises minières se disent pleinement satisfaites des accords. Voilà, donc en tout cas, c'est quand même parfait, c'est impeccable. Vous savez, c'est des choses qui sont importantes pour nos nations africaines, parce que tout le monde le sait, tout le monde sait que nos États ne pouvaient pas bénéficier des ressources naturelles comme il le fallait. Tout le monde le sait, c'est des choses que tout le monde sait. Prenez le cas par exemple de la RDC. La RDC, c'était un scandale géologique. Prenez le cas de la Guinée. Prenez le cas, je sais pas, du Niger, qui a de l'uranium à ne pas en finir. Mais voilà, tout le monde sait que les anciennes puissances coloniales, c'est elles qui viennent toujours exploiter vos ressources naturelles. Et très souvent aussi, elles essaient de passer par d'autres sociétés. Des fois, pour se cacher un peu, elles passent par d'autres sociétés. Par exemple, on a découvert que les Français, des fois, passent par des Canadiens pour venir exploiter des ressources naturelles chez nous. Voilà. Et puis après, ils ont leur part là-bas. Donc, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on veut mettre fin à cela. On veut des partenariats sincères. On veut des collaborations sincères. On a fait un nouveau code minier. Vraiment fait par des Maliens. Personne n'est venu dire faites ceci, faites cela, mettez ceci, mettez cela. Non. On a décidé de faire l'audit des 15 mines au Mali. On a choisi les entreprises qu'on voulait pour faire l'audit. Les entreprises ont fait l'audit, ils ont ramené le rapport. Alors là, on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis voilà. Donc, c'est pour dire que c'est très bien que ces entreprises-là aient décidé de respecter le nouveau code minier. Voilà. On va partir maintenant vers le Bénin. Du Bénin, on revient vers le Niger. On vient au Bénin. Voilà, on vient au Bénin. La Russie et le Bénin doivent signer un accord de coopération militaire. La Russie et le Bénin finalisent la préparation à la signature d'un accord intergouvernemental de coopération militaire, a déclaré Izvezia, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Bénin et au Togo, Igor Evdokinov. Voilà. Alors, la Russie et le Bénin se préparent à la signature d'un accord intergouvernemental de coopération. La coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité demeure l'une des priorités des relations russo-béninoises
et russo-togolaise. Cela s'explique avant tout par notre intérêt commun à lutter contre les menaces posées par les groupes terroristes et extrémistes qui déstabilisent la situation en Afrique. Voilà, c'est ça qui déstabilise l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Il a également insisté sur l'importance de faciliter l'accès des navires de guerre russes au port du Bénin et du Togo. Selon M. Evdokimov, cela renforcera la présence stratégique de la Russie dans la région. Voilà. Donc il y a le Bénin qui a décidé, tout comme le Togo, qui veulent coopérer sur le plan militaire avec la Russie, ils veulent accentuer leur coopération. C'est une bonne chose. Vous savez, l'autre jour, j'ai lu un commentaire que quelqu'un avait fait sur cette chaîne YouTube-là. La personne faisait comme si, nous, dans les pays de l'AES, faisait comme si, en fait, on prenait le président russe pour un saint, ou bien pour quelqu'un qui était la meilleure personne au monde, ou bien quelqu'un qu'on vénérait. Bon, en tout cas, la personne a mis un commentaire que je n'ai pas très bien compris. Un commentaire du genre, c'était comme si nous, on était en train de vénérer Poutine. Bon, en fait, c'est pas ça. Il faut bien nous comprendre. Nous, dans l'Afrique de l'Ouest ici, notamment au Mali, au Burkina, au Niger, il est important de connaître notre histoire. Il est important de connaître notre problème. Et nous sommes victimes de groupes armés terroristes qui tuent, endeuillent nos populations depuis 2012 pour le Mali, depuis 2013 pour le Niger et depuis 2015 pour le Burkina Faso. C'est des gens qui viennent, des groupes armés, oui, qui viennent, qui tuent nos populations, qui tuent nos militaires, qui tuaient nos militaires, qui tuaient tout ce qu'ils pouvaient trouver sur leur chemin. Et vous ne pouvez pas imaginer tous les types d'atrocités possibles. Et à un moment donné, on a fait appel aux Français et aux Européens. On leur a dit, écoutez, venez nous aider. Ils sont venus. Mais on s'est rendu compte que c'était compliqué avec eux. Compliqué pourquoi? Parce que eux-mêmes, on a fini par comprendre qu'ils faisaient partie du problème. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on ait des armes. Ils ne voulaient pas qu'on ait des munitions. Oui, c'est ce que Bruxelles a dit. C'est ce que la Belgique a dit. Bruxelles, parce que vous savez, il y a le Parlement européen là-bas, l'Europe, c'est ça. Mais les Européens, ils disent qu'on ne peut pas leur fournir des armes. On ne peut pas leur fournir des armes parce que si on leur fournit des armes, les armes vont leur échapper et les armes vont se retrouver avec les groupes armés terroristes. Ils ont refusé de nous donner des armes. Refusé de nous vendre des armes. Bon, finalement, on ne pouvait pas continuer dans cette situation. On dit, mais attendez. Donc, on a commencé à essayer de chercher des armes de gauche à droite. Et lorsque les Européens étaient au courant qu'on cherchait des armes de gauche à droite, ils les bloquaient. Ils bloquaient ces armes, ces livraisons d'armes, ils les bloquaient. Grâce à leur influence. On dit, mais c'est pas possible. Donc, il fallait aller maintenant vers des pays qui n'étaient pas sous influence des Européens. Et ça, c'était les Russes et les Chinois, les Turcs. Et c'est là qu'on a commencé à aller vers eux. On leur a dit, on est en difficulté. On est parti voir les Russes, on dit, mais on est en difficulté, il faut nous aider. Parce que nous, nos populations meurent tous les jours. Nos forces de défense et de sécurité se font tuer tous les jours. Parce qu'on se bat contre des gens qui sont mieux armés que nous. Ils étaient mieux armés parce que ceux qui les armaient savaient qu'ils leur donnaient de quoi se défendre, de quoi faire face à toutes nos armées rassemblées. Bon, c'est comme ça que les Russes, eux, ils ne sont pas comme les autres Européens. Eux, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, on vous fournit des armes, on vous les vend. Mais si vous voulez, on va vous en donner aussi. C'est comme ça qu'ils ont commencé à nous aider. Alors, vous voulez qu'on refuse ça? Vous voulez qu'on dise, non, les Russes, on laisse tomber, nous, on va continuer à se faire tuer, il n'y a pas de problème. Non. Mais vous avez le choix. Il y a un ensemble de pays qui sont là, qui ne vous vendent pas d'armes, ils bloquent vos armes, et l'autre vous vend les armes, et parfois on vous en donne.
attendez, on va aller de quel côté? Non, on est parti du côté des Russes. C'est tout, hein. Nous, c'est pas parce qu'on vénère le président russe ou bien on le prend pour un saint ou bien c'est un ange. Non, nous, c'est pas ça. Ce monsieur est concret. Le président russe, il est concret. Ce monsieur, il est exceptionnel. Et il comprend. Il comprend ce que nous vivons. Il a compris ce qu'on vivait. C'est ça, il est sincère avec nous. Il dit, je vais vous aider avec des armes. C'est ça. Et il y a des hommes qui nous aident aussi. Et on trouve que c'est beaucoup mieux que l'ensemble de tous les pays européens qui étaient là, qui faisaient partie du problème. Même vous qui regardez l'émission là, même si vous avez le choix là, hein, admettons que vous soyez dans ce même problème là, et qu'il y a des pays qui ne vous fournissent pas d'armes, qui bloquent tout ce que vous voulez commander comme armes. Mais les autres, ils vous fournissent des armes. Vous allez aller de quel côté? Vous allez partir du côté où vous pouvez avoir les armes. Donc, ceux qui n'aiment pas les Russes, ça, c'est leur affaire à eux. Non, les Russes, ils sont venus à un moment de notre histoire où c'était vraiment... C'était sérieux, mais on perdait des camps entiers. Nos camps entiers, on avait des camps militaires entiers qui tombaient. C'était des centaines d'hommes qui se faisaient tuer à chaque attaque. Aujourd'hui, voilà qu'on est en train de renverser la situation. Ah non, ça, donc c'est juste un petit passage. Et les Béninois, là, franchement, on souhaite qu'ils comprennent. Souhaitons qu'ils comprennent. Souhaitons que le Bénin comprenne qu'il est important qu'ils se mettent avec des partenaires qui puissent leur fournir des armes pour faire face à ces attaques. Parce que ces groupes armés terroristes, quand ils attaquent chez nous, après, ils attaquent au Bénin, etc. Ah, mais c'est pas avec les autres là que le Bénin va pouvoir s'en sortir. Il faut qu'ils comprennent cela, les Béninois. En tout cas, on les félicite pour cet accord de coopération militaire avec les Russes. On souhaite que ça aille loin. Maintenant, entre-temps, on va toujours rester au Bénin. Que le Bénin cherche à se réconcilier avec les pays de l'AES. À l'approche du 65e anniversaire de l'indépendance, que le Bénin célébrera le 1er août 2025, le président Patrice Talon, dont le mandat touche à sa fin, a pris une mesure diplomatique inattendue en invitant les pays de l'AES, le Burkina, le Faso, le Niger et puis et le Mali, à participer à un défilé militaire à Cotonou. Selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji, ce geste vise à jeter les bases du rétablissement de relations de bon voisinage et à laisser un héritage positif aux futurs dirigeants du pays. Voilà. Donc c'est bien, M. Ngbeji, je m'excuse, je prononce mal, hein, M. Ngbeji a souligné que l'événement devrait être une apothéose d'unité et de solidarité démontrant la volonté du Bénin de renforcer les liens régionaux, malgré les divergences existantes avec l'AES, notamment les controverses politiques, économiques et sécuritaires. M. Talon souhaite rétablir une coopération fraternelle avec ses voisins. Ouais, moi, c'est très bien. C'est très bien. Je ne sais pas maintenant ce que les pays de l'AES ils ont dit. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas s'ils ont accepté, ils n'ont pas accepté. En tout cas, il paraît qu'on est invité à aller à un défilé. À un défilé militaire. Bon. En tout cas, j'espère que l'AES va envoyer au moins des représentants. C'est bien. Ok, très bien. Le Burkina Faso réussit avec brio sa première transplantation rénale historique. Une nouvelle ère souffle dans le domaine médical au Burkina Faso avec la réalisation réussie de la toute première transplantation rénale du pays. Cette intervention révolutionnaire a eu lieu le mardi 29 juillet 2025 au centre hospitalier universitaire de Tingadero. Témoin de ce succès médical, le ministre en charge de la Santé a salué l'exploit remarquable de l'équipe médicale burkinabé. Ah, ça c'est très très bien. Ça, franchement, c'est très très bien. Franchement, ça c'est une très bonne chose. Félicitations aux Burkinabés par rapport à cela. Voilà, et enfin maintenant, on vient au Mali et au Niger. Vous savez que le Mali et le Niger
On a reçu de très très fortes délégations russes dernièrement, très fortes délégations russes. Et on est en train d'aller très loin maintenant avec les Russes, hein, très très loin. Parce que c'est ça, lorsqu'on a nos intérêts quelque part, eh bien on fonce quoi. On va écouter, écoutons. Dans la grande édition de ORTM1 et toutes nos excuses pour ce léger retard. Rendons-nous tout d'abord à Koulouba, au palais présidentiel, où le président de la transition a accordé une audience à une forte délégation russe en séjour au Mali dans le cadre de la première réunion de la commission intergouvernementale. Les ministres maliens et russes sont donc venus faire le compte-rendu de leurs travaux au chef de l'État. Cette rencontre a pu dégager des axes prioritaires pour une intervention rapide dans le cadre de la sécurité, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, entre autres. Pour plus de détails, écoutons le ministre russe de l'énergie et le ministre malien de l'économie et des finances au micro de Sira Batili. Nous venons de valider la structure de notre commission. Nous avons validé la création de 7 sous-commissions dans le cadre de la commission intergouvernementale. Chaque sous-commission sera chargée d'un secteur séparé. Nous avons validé la création des sous-commissions ensemble avec mon collègue. On avait initialement 6 commissions, mais aujourd'hui nous avons pris la décision de créer la 7e sous-commission. Nous avons voté à l'unanimité pour la création de cette 7e sous-commission et nous considérons cette décision correcte. Cette sous-commission va traiter les questions de la santé, de la situation sanitaire et épidémiologique. Dans le cadre des travaux de cette sous-commission, nous envisageons les livraisons des laboratoires mobiles qui pourraient fonctionner ici au Mali. Compte tenu des difficultés que nous avons traversées, à savoir la crise épidémiologique en 2019, la protection sanitaire de la population est un secteur crucial. Nous nous sommes mis d'accord de nous concentrer sur les axes prioritaires de nos travaux. Ce sont les domaines tels que l'énergie et le développement du secteur énergétique est très nécessité ici au Mali. Ce sont les domaines tels que la science et l'éducation. Et nous sommes convenus de tenir la première session de la sous-commission chargée des questions de l'éducation dans un mois. Et cette session va réunir tous les représentants des institutions chargées de l'éducation et de l'éducation supérieure. Et bien sûr, nous allons réunir les représentants de la Russie, du Mali, mais aussi les représentants de tous les autres États de l'Alliance du Sahel. Ce serait une sous-commission unificatrice qui va unifier les membres de l'Alliance des États du Sahel. Et nous avons convenu que les travaux de la première session de notre commission va servir de modèle pour toutes les autres commissions intergouvernementales que nous sommes en train d'installer dans le cadre de notre coopération. Voilà, donc ce qu'il faut juste comprendre seulement, c'est que dernièrement, le président malien a été reçu en Russie par le président russe. Et comme vous le savez, ils ont décidé de mettre en place des commissions intergouvernementales. Et voilà, et c'est la mise en place de ces commissions qui est en train d'être faite comme ça. Et puisqu'ils doivent collaborer dans beaucoup de domaines, ils doivent collaborer dans le domaine de la santé. Vous avez vu, ils ont parlé de laboratoires mobiles qui vont venir ici. Ils doivent collaborer dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine des télécommunications, parce qu'on doit avoir au moins un satellite. Hein. Donc du coup, ils doivent collaborer dans beaucoup de domaines, dans le domaine évidemment des mines, hein, des ressources naturelles. Ah oui, bien sûr. On doit collaborer dans beaucoup de domaines avec les Russes, dans le domaine du transport, parce qu'on compte faire des rails, éventuellement avoir des trains, etc. Et dans le domaine de l'aviation, on doit travailler dans ce domaine aussi, dans le domaine du nucléaire. Alors, c'est tout ça qui est en train d'être mis en place. C'est la raison pour laquelle un ministre russe est venu avec une très forte délégation afin de la validation de la structure de ces commissions. C'est ce qui est en train d'être fait. Et ça va s'étendre évidemment à l'AES, au pays de l'AES. Et c'est ce qui est en cours actuellement chez nous. Avec les États de l'Alliance du Sahel. Les résultats sont très encourageants. Nous avons pu passer en revue tous les secteurs qui sont
dans le cadre de cette coopération, le domaine de l'énergie, où il y a 3 axes, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire et l'énergie nucléaire, le domaine du transport, où on a les chemins de fer, on a la société Kamaz et on a d'autres projets, tout ce qui concerne le secteur des mines, notamment la cartographie minière dont il vient de parler, l'exploitation du lithium au Mali, et tout ce qui concerne les secteurs de l'éducation, de la santé, tous les secteurs ont été passés en revue et tous les blocages ont été levés. Qu'est-ce qui a été décidé dans cette coopération entre le Mali et la Russie aujourd'hui, au plus haut niveau? Et aujourd'hui, nous avons fixé des dates à revue sur chacun de ces sujets. Nous avons des délais de 1 semaine, de 2 semaines et maximum 1 mois pour revoir chacun de ces sujets. Et nous avons décidé de nous retrouver en visioconférence sur la première sous-commission qui a été créée. Voilà, donc en fait, il faut juste comprendre. Il faut juste comprendre que les choses vont très vite. Les choses vont très vite. Ils doivent travailler sur la raffinerie d'or qui est en train d'être faite, qui doit être faite sur la route de l'aéroport. Imaginez un petit peu, dans notre pays, pendant combien d'années, combien de siècles, on exploite de l'or, mais on n'a jamais pu raffiner l'or chez nous ici. Le raffinage de l'or, ça va être extraordinaire. Hein. Donc, ils doivent travailler sur ça aussi. Donc, il y a beaucoup de domaines et on les encourage. Je pense que si on continue comme ça, on va aller très très vite. Et maintenant, on va conclure par le Niger. Le Niger aussi qui a reçu la même délégation, très forte délégation russe. On va écouter. C'est pour la première fois qu'une délégation russe aussi forte entreprend une mission de cette envergure dans notre pays et avec des projets structurants de développement dans plusieurs domaines stratégiques comme la défense, la sécurité, les mines, le pétrole, l'énergie, l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'industrie. Cette importante visite de travail des membres du gouvernement de la Fédération de Russie, conduite par le ministre de l'Énergie, Sergei Svilev, marque l'intensité des relations de coopération entre la République du Niger et la Fédération de Russie. Toute cette rencontre au palais de la présidence avec le général d'armée Abdurrahman Chani, président de la République, chef de l'État. Notre président m'a choisi en tant que le président des commissions intergouvernementales mixtes dans tous les 3 pays. Et j'ai pris la décision d'effectuer ma première visite ici au Niger en tant que président de la commission. Aujourd'hui, nous avons eu des entretiens assez dynamiques avec mes collègues les ministres. Je suis venu avec une large délégation russe qui comprend beaucoup de représentants des sociétés russes. Nous avons vu beaucoup de présentations sur les possibilités qui sont présentes ici au Niger. Et en ce moment, nos équipes discutent comment nous pouvons mettre en œuvre ce potentiel qui existe ici au Niger. Nous devons travailler sur la base de la confiance mutuelle, du respect mutuel et davantage mutuel. Et notre objectif principal, c'est de accroître le bien-être de la population du Niger, de la population de la Russie. Notre but principal, c'est d'exploiter l'uranium ainsi que de créer un système entier de l'exploitation d'uranium. Ce sont les projets liés à la construction des installations de la génération d'électricité. C'est également la coopération en matière de la médecine nucléaire. C'est la coopération en matière de l'agriculture en utilisant les résultats du système du nucléaire civil. Par cette visite de travail, les 2 parties nigériennes et russes dynamisent davantage leur partenariat qui va en crescendo dès le lendemain du 26 juillet 2023 grâce à la vision des présidents Abdurrahman Chani et Vladimir Poutine qui veillent au jour le jour sur tous les points stratégiques de cette coopération. L'audience s'est tenue en présence du ministre d'État. Voilà, et je pense que pour le cas du Niger, je pense que vous avez entendu que les Russes vont exploiter l'uranium là-bas. Vous savez, la France le faisait avec Areva. Après, lorsque Areva, son nom a été gâté, le nom d'Areva a été gâté, ils ont dit, bon, ouais, on ne parle plus d'Areva, ils ont été vers Orano. Ils ont dit que c'est Orano. Finalement, bon, puisque c'est les gens qui ne sont pas habitués, ils ne peuvent pas s'habituer à vous rémunérer comme il le faut, parce que ils vous voient comme des sous-hommes, ils vous voient comme des gens qu'ils ont colonisés, et puis bon, voilà, c'est ça. Ils ne vous voient pas avec le même regard que les Russes. Donc finalement, le général Abdurrahman Chani, le président du Niger, les a mis à la porte. Voilà, simplement. Et c'est la raison pour laquelle il y a le courant qui se coupe en France actuellement, c'est chaud là. Ils ne sont pas contents quand on dit ça, ils ne sont pas contents.
Voilà, donc du coup, les Russes, maintenant, ils vont commencer à exploiter. Voilà. Et puis, et je sais que dans les conditions normales, ça va très bien se passer. Vous savez, la différence qu'il y a entre les Russes et les autres Européens, c'est que les Russes vous considèrent, ils ont de la considération pour vous, ils ont du respect pour vous. Ils vous prennent pour un être humain. Parce que nous, c'est de ça dont on a besoin. On a besoin qu'on nous prenne pour les êtres humains. On a besoin qu'on nous respecte en Afrique. C'est simplement cela. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est triste de le dire, mais les Européens, les pays européens, il y a une espèce de solidarité entre eux, mais une solidarité par rapport à la couleur de la peau. Par rapport à la couleur de la peau. C'est cette solidarité qu'il y a entre eux. Alors qu'avec les Russes, c'est pas ça. Chez les Russes, il n'y a pas de couleur de peau. Les Russes, ils vous considèrent. C'est-à-dire, ils ont du respect pour vous. Ils ont du respect pour vous, ils font les choses clairement. Ceux qui n'aiment pas, c'est la trahison. Et ils ont raison. Voilà. Il ne faut pas aller vers eux lorsque tu es en difficulté. Et après, lorsque ça commence à aller, tu les laisses tomber et puis tu vas ailleurs comme toi derrière il est en train de faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et partagez l'émission.